Bonjour, merci aux organisateurs de cet événement qui a l'air une belle réussite. Donc, je vais me centrer mon exposé sur en fait le nouveau modèle de la CIM 11 qui date j'ai mis de 2022. Ça, c'est les propositions. Le modèle en fait est validé en 2024. La présentation est disponible en format PDF que j'ai transféré à Jocelyn qui vous la transmettra sous des modalités que nous n'avons pas encore évoquées. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire, vous lui faites envoyer un message ou à voir. Ceci pour que vous soyez détendu sur la prise de notes. Donc, le modèle dimensionnel, le plan de mon exposé, quelques définitions, quelques clarifications, peut-être inutiles, on verra. Les éléments du modèle de la CIM 11. 1. La sévérité du fonctionnement, des dysfonctionnements de la personnalité et les problèmes associés. Les traits de personnalité qui forment la structure de la personnalité pour la CIM, avec 5 domaines: affectivité négative, le fameux névrosisme ou stabilité émotionnelle, le détachement, une variante de l'extraversion, dissocialité, des inhibitions et anaclasie qui est dans ce secteur une dimension nouvelle. Ensuite, c'est l'essentiel de mon exposé, en fait. Je vous présenterai la démarche qui est proposée par la CIM 11, démarche en 2 étapes. Ensuite, une sélection d'outils d'évaluation disponibles en langue française. Un outil pour évaluer la sévérité des dysfonctionnements de la personnalité. Et 2, un outil évaluant les facettes du modèle de personnalité qui sont présentées plus haut. Ensuite, quelques questions soulevées par ces modèles et ces outils, et quelques propositions de conclusion. Donc, première source, OMS, CIM 11, vous le trouverez sans difficulté. La traduction française est en cours. Ça va être immodeste ce que je vais dire, mais je ne la trouve pas très bonne. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous suggère de lire les propositions en anglais, c'est-à-dire la proposition originale. Donc, l'OMS, CIM 11, trouble de la personnalité, Personality Disorders. Une autre source très intéressante, c'est un article très récent, un chapitre très récent, dans Annual Review of Clinical Psychology, par un groupe d'Espagnols, qui font vraiment une revue complète, critique, très intéressante, du modèle alternatif du DSM-5 et quelque peu du modèle de la CIM. Si vous avez le temps de lire ça, je pense que vous aurez une vision globale de la chose. Quelques définitions, avec mes excuses parce que j'ai l'impression de me retrouver à la fac. Quelques définitions sur personnalité, troubles de la personnalité, traits de personnalité et domaine. Donc la CIM donne une définition de personnalité, autant l'avoir en tête. Pour la CIM, la personnalité fait référence à la manière caractéristique caractérise un individu, dont un individu se comporte, vit et ressent sa vie, se perçoit et s'interprète lui-même, perçoit et interprète les autres, les événements et les situations. La lecture de cette dimension, je la trouve assez puissante parce que ça indique vraiment le potentiel de fonctionnement et de dysfonctionnement de la personnalité si ces caractéristiques sont problématiques. La personnalité, pour la CIM 11, se manifeste plus directement dans la façon dont les individus pensent et se sentent à propos d'eux-mêmes et de leurs relations interpersonnelles. À propos d'eux-mêmes, premier point, et de leurs relations interpersonnelles, ça va donner 2 évaluations dans le système d'évaluation. Dans la façon dont ils se comportent en réponse à ses pensées et sentiments, je trouve ça extrêmement puissant. Ça indique qu'en fait, si on a des pensées dysfonctionnelles, ces pensées dysfonctionnelles affectent très largement la manière dont on se comporte, je vais dire quasiment indépendamment des situations, de manière quasi automatique. Et la façon dont ils réagissent aux événements de leur vie et au changement de l'environnement. Cette personnalité, configuration relativement durable de pensée, de sentiments et d'un comportement, toujours les 3 éléments, qui reflètent la tendance à agir de certaines façons dans certaines circonstances, tendance à réagir.
tendance à réagir, qui peuvent être biaisés si les systèmes de croyance et de perception sont biaisés. Je prends un exemple, quelqu'un qui se caractérise par une très forte méfiance a tendance à percevoir comme menaçant des situations que vous et moi, étant moyennement méfiants, dans lesquelles nous ne percevrons pas de menace. Les traits de personnalité désignent des modalités durables et évidemment problématiques, d'entrer en relation, de percevoir et de penser son environnement et soi-même, d'entrer en relation avec l'environnement, de percevoir et de penser soi-même, de percevoir et de penser son environnement, qui se manifeste dans un large éventail de situations sociales et professionnelles. Exemple de trait de personnalité, très connu, la labilité émotionnelle, la méfiance, l'anxiété, l'hostilité, etc., etc., etc. Voilà pour des exemples de traits de personnalité qui sont le premier niveau de lecture ordinairement d'un questionnaire de personnalité. Les domaines sont des regroupements de traits qui sont liés parce que corrélés, mais pas identiques. Dans un exemple de domaine pour l'affectivité négative, on peut regrouper la labilité émotionnelle, la suspicion, la tendance anxieuse, l'hostilité et la dépressivité, qui l'approche dimensionnelle. Vous connaissez sans doute le débat dans le DSM-5 des deux approches des troubles de la personnalité, l'approche catégorielle et l'approche dimensionnelle. La CIM 11 a délibérément choisi, et c'est assez révolutionnaire pour la CIM 11, une approche dimensionnelle. Donc ça, c'est les textes de la CIM. Dans l'approche dimensionnelle, un trait est un continuum. Je vous donne des exemples. Et une échelle permettant de mesurer un trait permet de situer une personne sur son continuum. Exemple, le trait d'introversion et extraversion. Voilà l'exemple d'un continuum avec une magnifique courbe de Gauss, avec sur la droite des personnes extrêmement extraverties telles que mesurées par ce questionnaire, sur la gauche les personnes moins extraverties, plus introverties, et dans la zone moyenne, la personne qui ont une introversion conforme à la majorité de la population. Idem pour la sensibilité émotionnelle versus névrosine. Voilà encore une dimension. Ce n'est pas des dimensions polaires avec d'un côté ceux qui sont très anxieux et de l'autre côté ceux qui sont très stables. C'est vraiment une dimension sur laquelle on peut situer une personne. Voilà pour l'extraversion. Avec un exemple, si on utilise ce questionnaire et qu'on constate qu'une personne a un score qui le situe parmi les 5% les plus élevés par rapport à la population, ça donne des pistes à explorer à l'entretien sur le système de sociabilité, le système de perception de l'autre. Donc j'insiste sur le fait que ces questionnaires donnent des informations que vous devriez utiliser pour faire de l'exploration à l'entretien. Ne prenez pas ces questionnaires comme des solutions de fiabilité totale. Un exemple de dimension pour la personnalité borderline, j'ai développé un questionnaire qui mesure les troubles de la personnalité. Et voilà un exemple pour la personnalité borderline. On a une courbe de Gauss, ce qui montre que, en fait, même les troubles de la personnalité sont des dimensions dans la mesure où on a un groupe suffisamment hétérogène. Dans la CIM1, on aura j'en parlerai plus tout à l'heure, on aura la mesure de l'altération du fonctionnement de la personnalité, avec un questionnaire que je vous présenterai. Et ici, je vous présente en fait une dimension, une mesure portant sur 2342 personnes. Et vous voyez que l'altération du fonctionnement de la personnalité est vraiment dimensionnelle. Et cette courbe est, on peut dire, totalement gaussienne. Donc, on ne peut pas considérer qu'il y ait des catégories. Et donc, la CIM 11 a délibérément adopté une perspective émotionnelle. Pardon. Ça, c'est des citations de la CIM 11. Les traits sont en continuité avec la caractéristique normale de la personnalité. Ça, c'est un point important. Dans le DSM-5, ancienne version, on ne faisait aucun lien entre les catégories des troubles de la personnalité et les traits de personnalité décrits par la psychologie différentielle. Donc ici, ils annoncent clairement que ce à quoi ils vont s'intéresser, les traits, sont en continuité
avec les caractéristiques normales de la personnalité chez les individus qui ne présentent pas de troubles de la personnalité ou de difficultés de la personnalité. Donc on est sur un continuum, et je peux reprendre cet exemple. Dans la CIM 11, les traits ne sont pas des catégories diagnostiques. J'aurais dû mettre des guillemets parce que ce sont des citations, mais ils représentent plutôt un ensemble de dimensions qui correspondent à la structure sous-jacente de la personnalité. Définition des troubles de la personnalité. Définition caractéristique. Le trouble de la personnalité se caractérise par des problèmes de fonctionnement des aspects du soi, la manière dont je me représente moi, avec quelques éléments. L'identité, est-ce que j'ai une identité claire de moi-même ou pas? Estime de soi, élevée, moyenne ou faible, exactitude de l'image du soi et autodirection. Et ces 4 éléments, identité, estime de soi, exactitude de l'image de soi et autodirection, contribuent à fonctionnement ou dysfonctionnement des aspects du soi. Je vous montrerai tout à l'heure un questionnaire qui permet d'évaluer ces aspects. Ou un dysfonctionnement personnel, c'est-à-dire la capacité à nouer ou à entretenir des relations étroites et mutuellement satisfaisantes, capacité à comprendre le point de vue des autres et à gérer le conflit dans les relations, qui ont persisté sur une longue période, par exemple 2 ans ou plus. Donc il faut que ce soit durable pour qu'on considère qu'il y a un problème de dysfonctionnement de personnalité, la personnalité étant à ce niveau considérée comme comportant 2 caractéristiques, le soi et les aspects interpersonnels. Ce trouble est manifeste dans des schémas de cognition, d'expérience émotionnelle et de comportement qui sont inadaptés. Le caractère inadapté est évidemment à explorer en entretien. Inflexible ou mal régulé, et s'exprime dans un ensemble de situations personnelles et sociales. Pas limité à des situations spécifiques. C'est-à-dire ces dysfonctionnements sont généraux, sont transsituationnels, et c'est ça qui s'avère bien évidemment problématique. Les schémas de comportement caractérisant le trouble ne sont pas appropriés pour le stade de développement et ne peuvent pas s'expliquer par des facteurs sociaux ou culturels, y compris un conflit sociopolitique. Un point important, et là on retrouve le système du DSM-5, ce trouble est associé à une détresse importante ou à une déficience significative dans les domaines personnels, familiaux, sociaux, scolaires et professionnels. Alors j'aime bien cette formule, ou d'autres domaines de fonctionnement importants, je n'ai pas vraiment compris ce dont il s'agissait. J'ai l'impression que quand on dit personnel, familial, social, scolaire et professionnel, on a fait le tour, mais peut-être ai-je tort. Une caractéristique de la personnalité sans trouble, dimensionnelle, on l'a vu plus tôt, est une flexibilité suffisante pour réagir de manière appropriée et s'adapter. Donc un trouble, un caractère de personnalité, image de soi ou image du fonctionnement, devient problématique dans la mesure où elle n'est plus flexible et ne permet plus l'adaptation. Ça semble assez des évidences. Dans le cas d'un trouble de la personnalité, les schémas de cognition, d'expérience émotionnelle, d'expérience et d'expression émotionnelle et de comportement sont suffisamment inadaptés, rigides ou mal régulés pour entraîner une détresse ou une altération significative du fonctionnement. Bien évidemment, la détresse substantielle ou l'altération significative du fonctionnement doit être explorée à l'entretien. Les éléments du modèle. Alors, dans la CIM, il y a 2 éléments. Le premier élément, qui était pour eux un élément central, c'est la position de Peter Tyrer, en fait, mesurer la sévérité de l'altération du fonctionnement de la personnalité, dont on vient de voir que le fonctionnement de la personnalité correspond à l'image de soi et les relations interpersonnelles. Et en plus, 6 traits de personnalité ou domaines de personnalité spécifiques à la CIM 11, l'affectivité négative, qui est l'éternel facteur qui, dans l'origine, doit être rapporté à Aisin, qui est le premier à avoir travaillé sur ce qu'on appelle le névrosisme. Le détachement, qui est une variable pathologique de l'introversion. La dissocialité, un problème avec les règles. Le détachement, j'ai un problème là. Non, en fait, il y en a 5. Désinhibition et anancastie. J'ai un problème sur cette diapo là.
On avait cet échange en aparté au début. En fait, le modèle de l'ICD-11 ou de la CIM 11 correspond en partie au modèle en 5 facteurs et correspond également en partie aux dimensions du DSM. Vous voyez que au centre, je vais le prendre parce que c'est le modèle de base, le névrosisme se traduit dans la CIM par l'affectivité négative et dans le DSM par l'affectivité négative. La différence entre les éléments centraux, enfin la définition centrale et les éléments de la CIM et de la DSM, c'est que l'affectivité négative est ici considérée comme dans ses aspects pathologiques. L'extraversion correspond dans ses aspects extrêmes au détachement dans la CIM et au détachement dans le DSM. Là, il y a une convergence parfaite. Le caractère agréable va se traduire par l'antagonisme dans le modèle du DSM, l'hostilité, et par la dissocialité, que je vais définir plus loin, dans la CIM. Ensuite, on a quelques différences. Le caractère consciencieux va être décliné dans la CIM en deux éléments corrélés, mais corrélés négativement, la désinhibition et l'anancastie qu'il va falloir que je définisse plus loin. Je ne fais pas de commentaires sur le DSM. Ce qui est intéressant pour mon exposé, comme je parle de la CIM, c'est la correspondance entre le modèle de la CIM 11 et le modèle à 5 facteurs. La démarche qu'il propose, premier temps, évaluer la sévérité globale du trouble de personnalité, c'est pour eux central. La personne qui est à l'origine de ça, c'est Peter Tyrer, qui considère qu'il y a trouble de la personnalité s'il y a un trouble sévère de la personnalité que je vais définir. Et donc là, on va avoir image de soi et relations interpersonnelles, dysfonctionnement de l'image de soi, dysfonctionnement des relations interpersonnelles, et possibilité optionnelle. Alors, dans la CIM, c'est optionnel. Personnellement, je ne vois pas comment on peut s'en passer, de spécifier les dimensions de 13 personnalités, ce qu'on vient de voir sur la gauche ici. Et éventuellement, prise en compte du trouble de la personnalité, c'est un grand combat en fait pour les auteurs impliqués dans la CIM. Peter Tyrer, dans un premier temps, avait proposé uniquement les deux premiers éléments. Et il y a eu une bagarre à la fois scientifique et politique pour réintroduire la personnalité borderline. J'en parlerai plus loin. J'adore la formulation éventuellement prise en compte du trouble de la personnalité, qui est une espèce de réponse diplomatique aux fortes divergences qu'il y a sur ce point dans les chercheurs et les cliniciens impliqués dans la CIM. Quelques éléments sur ce que la CIM appelle la sévérité du trouble ou l'altération du fonctionnement. Le trouble de la personnalité se caractérise par des problèmes de fonctionnement des aspects du soi, on l'a déjà vu, c'est la même diapo que précédemment, identité, estime de soi, exactitude de l'image de soi. Alors je prends un exemple, l'exactitude de l'image de soi. Il commence à y avoir un trouble de la personnalité, un dysfonctionnement, une altération du fonctionnement, dans la mesure où la personne a une image inexacte de soi. Alors vous êtes clinicien, vous devez avoir idée de ce que c'est qu'une image inexacte de soi. Moi, je flotte pas mal sur l'image inexacte de soi, parce que je pense que c'est ce que vous pensez. Si j'ai une image inexacte de moi, je pense que c'est vous qui avez tort et que c'est moi qui ai raison. Mais je pense qu'en psychopathologique, vous allez vérifier l'exactitude de l'image de soi. Et dysfonctionnement interpersonnel, capacité ou incapacité, s'il y a un dysfonctionnement, à nouer des relations étroites et mutuellement satisfaisantes, capacité à comprendre le point de vue des autres, on va appeler ça l'empathie si on veut, et capacité à gérer les conflits. Donc il va y avoir dysfonctionnement interpersonnel si la personne a une altération dans l'un de ces trois éléments. Incapacité à comprendre le point de vue des autres. On voit bien que s'il y a incapacité permanente à comprendre le point de vue des autres, ça va entraîner des problèmes relationnels. Et incapacité à gérer des conflits, idem. Encore une fois, qui ont persisté sur une longue période, par exemple 2 ans ou plus. Donc vérifier que ce n'est pas à l'instant ou situationnel, mais que c'est sur la durée. La CIM2 donc, considère que la sévérité du fonctionnement est l'élément le plus important du diagnostic du trouble de la personnalité.
Un dysfonctionnement léger, alors je définirai après, je vous renverrai plutôt au site de la CIM, est nécessaire pour établir un trouble de la personnalité. Ils établissent, mais ils n'en donnent pas vraiment les moyens opérationnels. Ils donnent des définitions, mais ils ne donnent pas d'éléments opérationnels pour les évaluer, pas de méthode. Aucune sévérité, difficulté de personnalité. Difficulté de personnalité n'est pas considérée comme problématique et comme renvoyant à un trouble de la personnalité. Dans la CIM, on considère qu'il y a un trouble de la personnalité dans la mesure où il y a un trouble léger, une altération du fonctionnement, avec les deux éléments dont j'ai parlé plus haut, un trouble modéré ou un trouble sévère. Là encore, la sévérité de la personnalité est considérée comme un concept unidimensionnel. Dysfonctionnement personnel et interpersonnel. Alors un petit point, le dysfonctionnement personnel peut être évalué d'une part, le dysfonctionnement interpersonnel d'autre part, et on peut les évaluer séparément et s'en occuper séparément, mais en fait les recherches montrent que les deux sont fortement corrélés, et donc ils vont appeler ça l'altération générale du fonctionnement. Alors, quelques critères pour illustrer. Je ne vais pas vous donner l'ensemble des critères pour l'ensemble des niveaux, parce que ça serait très ennuyeux, je pense. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site de l'OMS. Trouble sévère. Sévère perturbation, merci, dans le fonctionnement du soi. Par exemple, l'image de soi peut être si instable que les individus rapportent ne pas savoir qui ils sont. Ça fait penser à ce qu'on voit dans la personnalité borderline. Ou si rigide qu'ils refusent de participer à un bon nombre de situations. L'image de soi est tellement forte, le dysfonctionnement est tellement fort. Par exemple, j'ai de grandes difficultés à gérer des conflits, donc je refuse de me trouver dans des situations où il va y avoir des conflits. Donc ça pose le problème, évidemment, de l'adaptation. L'image de soi peut être caractérisée par un mépris de soi ou être grandiose et fortement excentrique. Voilà pour le trouble sévère, c'est pas fini. Les problèmes du fonctionnement interpersonnel affectent sérieusement presque toutes les relations. Presque toutes les relations. Si j'ai un problème relationnel avec un collègue au travail, c'est avec ce collègue au travail, c'est pas avec tous mes collègues au travail et avec tous les gens que je côtoie dans la vie courante. Donc dans presque toutes les relations, la capacité et la disposition à accomplir des rôles sociaux et professionnels attendus est absente ou sévèrement compromise. Donc ça, c'est évidemment à explorer à l'entretien. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le plan social et professionnel, les dysfonctionnements? Les manifestations spécifiques du trouble de la personnalité sont sévères et affectent la plupart, voire la totalité des domaines du fonctionnement de la personnalité. Voilà pour le trouble sévère. Le trouble sévère de la personnalité est souvent associé au fait de se faire du mal. Vous êtes clinicien et vous faites de la patho, vous savez ce à quoi ça fait référence, tout ce qui est scarification, etc., ou à faire du mal à autrui. S'accompagne d'une perturbation sévère dans presque tous les domaines de la vie. Encore une fois, presque tous les domaines de la vie et pas un seul secteur. Il faut vraiment que ça se généralise aux domaines personnels, familiaux, social, scolaires, etc., pour qu'on considère que c'est un trouble sévère. Le trouble de la personnalité léger, alors léger, je passe. Oui, je passe. Très rapidement quand même, je ne vais pas vous donner tous les critères. Le trouble de la personnalité léger n'est généralement associé à aucun préjudice important à soi ou à autrui, mais peut être associé à une détresse importante ou à une déficience dans les domaines qui suivent. Voilà pour... donc je ne vais pas vous décliner l'ensemble des niveaux. Je voulais simplement vous donner une idée de ce que dans la CIM on appelle le trouble sévère. Une fois qu'on a évalué la sévérité selon la CIM, une fois qu'on a évalué la sévérité d'un trait, encore une fois, avec une méthode qui n'est pas suffisamment spécifiée, mais je vous présenterai un instrument qui permet de l'estimer. Le deuxième point, c'est l'évaluation optionnelle, disent-ils, des traits de personnalité et des 5 domaines. Possibilité optionnelle de spécifier les dimensions de traits de personnalité. J'ai fait le commentaire tout à l'heure, je fais ce commentaire personnel, je ne vois pas comment, ils disent optionnel, je ne vois pas comment on peut échapper à explorer les domaines si on veut vraiment avoir une vision globale de la personne.
d'avoir une évaluation de la sévérité du dysfonctionnement, personnel est quand même insuffisant selon moi, je me mouille, pour considérer qu'il y a un trouble de la personnalité. Et par ailleurs, l'évaluation des domaines de personnalité va vous donner beaucoup d'informations utiles. Encore une fois, c'est une position personnelle. Donc là, on va trouver l'affectivité négative, le détachement, la dissocialité, la désinhibition et la non-castie, sur lesquels je vais donner les définitions que donne la CIM, qui peuvent être appliquées à un diagnostic de trouble de la personnalité ou une difficulté sous le diagnostic. Pour décrire des caractéristiques de personnalité qui contribuent au dysfonctionnement. Je vois, si les traits de personnalité contribuent au dysfonctionnement, je suis un peu étonné du caractère optionnel de l'évaluation. L'affectivité négative, il me manque un accent là, mes excuses. La principale caractéristique, c'est une tendance à ressentir un large éventail d'émotions négatives, merci. Les manifestations courantes, sensation de vivre un large éventail d'émotions négatives d'une fréquence et d'identité disproportionnée par rapport à la situation. L'habilité émotionnelle, difficulté à réguler des émotions, attitude négativiste, faible estime de soi, faible confiance en soi et méfiance. On pourrait considérer que ces manifestations sont en fait des sous-traits de l'affectivité négative. Voilà pour l'affectivité négative. Le détachement. L'affectivité négative qui est la dimension de stabilité émotionnelle versus névrosisme, ultra connu, auquel on ne peut pas échapper. Détachement, c'est la variante pour le DSM et la CIM de l'introversion, la variante pathologique, tendance à manifester une distance interpersonnelle, détachement social, une distance émotionnelle, détachement émotionnel. Donc détachement social, détachement émotionnel. Le détachement social va se manifester généralement par l'éviction des interactions sociales. La personne évite autant que possible les contacts. Absence d'amitié, évitement de l'intimité. Détachement émotionnel, réserve, attitude, distance, expression et expérience limitée des émotions. Voilà pour le détachement, qui renvoie à des aspects extrêmes de l'introversion. Dissocialité, mépris des droits et sentiments d'autrui, englobant à la fois l'égocentrisme et l'absence d'empathie, qui va se manifester, l'égocentrisme par le sentiment de... Le terme américain, c'est entitlement, sentiment d'avoir des droits particuliers et d'être traité, ce qu'on trouve dans le narcissisme, en fait, dans la définition classique du narcissisme. Je pense avoir des droits particuliers, j'attends une énumération particulière de la part des autres, des comportements positifs de la part des autres, et négatifs de recherche d'attention, recherche systématique d'attention. Tout ça renvoie à les éléments précédemment décrits dans le narcissisme. Préoccupation pour ses propres besoins et ses désirs et son confort et pas pour ceux des autres. Voilà pourquoi ils vont le grouper avec ce qu'ils appellent la dissocialité. Absence d'empathie, indifférence concernant les difficultés que ces actions peuvent entraîner pour les autres, qui peut se traduire par de la tromperie, de la manipulation, de l'exploitation des autres, de la méchanceté ou de l'agressivité physique, de l'insensibilité à la souffrance d'autrui et d'être impitoyable dans l'atteinte de ses objectifs. Voilà pour la dissocialité. La désinhibition, alors j'ai envie d'associer tout de suite la dissocialité. Imaginez l'association dissocialité et désinhibition, on voit les ravages que ça peut faire. La désinhibition, tendance à agir de manière irréfléchie en fonction des stimuli externes ou internes immédiats. Les manifestations courantes, l'impulsivité, distractibilité, difficulté à maintenir son attention, irresponsabilité, imprudence. J'aime pas trop le terme irresponsabilité, je perçois un jugement de valeur, mais je passe. Imprudence et absence de planification. Et la non-castie, qui est un concept pas nouveau pour les cliniciens ou les spécialistes de psychopathologie, mais plus nouveau pour les modèles de troubles de la personnalité. Concentration étroite sur sa propre norme rigide de la perfection, norme rigide de la perfection du bien et du mal, et sur le fait de contrôler son propre comportement et celui d'autrui. Les cliniciens parmi vous voient exactement ce dont il s'agit et des comportements qui y sont associés. Importance du contrôle des situations et pour assurer le respect de ces normes. Personnes qui sont à cheval sur leurs normes rigides et l'application de ces normes. Manifestation,
de l'anoncastie, perfectionnisme, préoccupation excessive pour les règles sociales, les obligations, les normes du bien et du mal, sens scrupuleux du détail, habitudes quotidiennes rigides et systématiques, les rituels. Excès de programmation et de planification, et difficulté à échapper aux programmations et planifications, ou grand malaise quand il faut échapper à la programmation et la planification, accent mis sur l'organisation, l'ordre et la netteté, contrainte émotionnelle, contrainte au sens contrôle émotionnel et comportemental, contrôle strict sur l'émotion des émotions, entêtement, inflexibilité, évitement des risques, persévérance et détermination. Voilà pour les 5 domaines, les 5 domaines de personnalité de la CIM. Donc affectivité négative, détachement, dissocialité, désinhibition, anoncastie. Bien, une fois qu'on a défini ces éléments, il nous faut des méthodes pour tenter de les estimer. J'insiste sur le fait qu'on estime et qu'il faut, je le dis tout de suite, par rapport à ces outils, il faut prendre de la distance. Et merci de considérer que ces outils vous donnent des pistes à explorer en entretien. Ces outils ne nous donnent pas des solutions, ils nous donnent des pistes. Donc, sur l'altération du fonctionnement du soi et l'altération du fonctionnement interpersonnel, il y a plusieurs échelles. J'ai choisi de vous présenter celle-là parce qu'elle existe en version française. Elle a été développée par Combaluzier, que vous avez déjà vu pour certaines. De notre côté, avec des collègues, nous l'avons aussi développée. Alors, les auteurs initiaux de cette échelle sont Utsebo et compagnie, qui ont ensuite, Vickers et compagnie, l'ont raffiné. En France, en français, pour les versions françaises, il y a 2 articles de référence. L'article de Combaluzier et l'article de Lecor, Falloura, Rossi, La Palme. En fait, on a utilisé ce questionnaire sur un ensemble de personnes de langue française et d'autres langues, je vous en parlerai. Donc, comment se présente ce questionnaire ? 12 items, on vous l'a déjà présenté, donc je vais peut-être essayer d'aller un peu vite. 12 items qui mesurent, 6 items mesurent le fonctionnement de soi, visent à mesurer le dysfonctionnement de soi et le dysfonctionnement interpersonnel. Les réponses vont de items totalement faux, on va coter 1, à très vrai, qu'on va coter 4. C'est lisible à l'écran, les items. Souvent, je ne sais pas qui je suis vraiment. Bon, voilà un exemple de fonctionnement ou dysfonctionnement du soi. J'ai souvent une perception négative de moi-même. En fait, ils sont présentés dans l'ordre dysfonctionnement du soi et dysfonctionnement interpersonnel. Dysfonctionnement interpersonnel, mes relations et mes amitiés ne durent jamais longtemps. Avec les modalités de réponse, donc totalement faux. Donc c'est une échelle très courte, assez valide, à vrai dire. Peut-être un peu simple, mais c'est l'objectif. Quelques éléments psychométriques, avec mes excuses pour ce que je vous présentez, parce que vous allez vous retrouver en cours de psychologie différentielle ou de statistique à la fac, mais je vais essayer de faire en sorte que ça se passe à peu près correctement. Donc je vais présenter quelques éléments de l'étude de Lecor et compagnie. Pour une raison, c'est qu'on a un effectif très important. Donc, l'échantillon canadien, 2505 adultes, âgés de 18 à 90 ans, c'est-à-dire on a vraiment une échelle intéressante d'âge. Et on a aussi un équilibre intéressant entre femmes et hommes. Ça, c'est le tableau d'une analyse factorielle, très simple. Sur la gauche, vous avez les items de 1 à 12, et F1, c'est le facteur 1, F2, c'est le facteur 2, donc facteur 1, c'est dysfonctionnement du soi, facteur 2, c'est dysfonctionnement interpersonnel, point 74, c'est pas vrai ce que je dis, mais je simplifie, c'est la corrélation entre cet item
et l'ensemble des autres, l'ensemble des 6 autres. Donc, cette étude montre qu'il y a bien un regroupement des 6 premiers items dans un ensemble qu'on a le droit de considérer séparément. Et le point 66, sur la droite, là, c'est le lien, la corrélation, on appelle ça la saturation, la corrélation, point 66, entre l'item 7 et l'ensemble des autres. Et cette analyse montre que ce questionnaire permet bien de mesurer, permet à juste titre, de mesurer les 2 dimensions centrales de la CIM, dysfonctionnement du soi, dysfonctionnement interpersonnel. La corrélation entre les deux est de 0,72, ce qui veut dire qu'on a également le droit de considérer que ce questionnaire mesure une dimension de dysfonctionnement général. Donc avec ce questionnaire, on aura 3 scores. Un score pour dysfonctionnement du soi, un score pour dysfonctionnement interpersonnel et un score d'altération globale. Ce qu'on appelle les alpha de Cronbach, c'est un indicateur de consistance interne. On considère que la consistance interne est correcte quand l'alpha de Cronbach est à 0,70. Et là, on est très largement au-dessus de la norme de 0,70. Donc, la conclusion ici, c'est il est justifié de mesurer ces 2 dimensions séparément. Le point 72 nous dit qu'il est justifié également de les mesurer ensemble, d'avoir un sort global. Et les alpha de Cronbach indiquent que la mesure va comporter une marge d'erreur tout à fait acceptable, donc le questionnaire a de bonnes qualités psychométriques. Dans cette étude, dans l'échantillon québécois, ils ont eu des personnes qui étaient en traitement clinique. Et à gauche, ici, vous avez les patients 432, le dysfonctionnement ou l'altération du soi. La moyenne est à 13, l'altération du fonctionnement interpersonnel est à 12,37. Alors, et vous voyez que pour la population générale, les personnes qui ne sont pas suivies par un clinicien et qui ne sont pas en cours de traitement, cette étude montre qu'il y a bien, pour les personnes en traitement, il y a bien des scores plus élevés sur le dysfonctionnement, ce qui valide l'échelle, Et si vous utilisez cette échelle, la moyenne de l'altération globale, la moyenne est de 22,14 et l'écart type est de 7,47. Alors un petit commentaire là-dessus. Voilà une distribution de l'ensemble des scores. Et on va aller directement sur la droite. Donc, on va commencer par la gauche. Les scores, il y a des scores qui vont de 12 items avec un point 12 jusqu'à 48. Ce qui est intéressant, c'est sur la droite, le pourcentage cumulé. Donc on voit qu'il y a 11,5% de personnes qui ont le score de 12, etc., le pourcentage. Ce qui est intéressant, c'est le pourcentage cumulé. Et ça nous amène ici à la zone des 5% en bas à droite. À partir de 34, c'est-à-dire qu'à partir d'une personne à 35 et plus, elle est dans la région dans laquelle il n'y a plus que 5% des personnes, c'est-à-dire on peut considérer qu'il est intéressant pour les personnes qui ont à cette échelle des scores entre 35 et 48 d'explorer très attentivement le dysfonctionnement de la personnalité. Donc voilà un seuil. Ce n'est pas le même seuil qui a été donné par Combalisier et je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas de réponse, il faudrait que je parle avec lui là-dessus. Donc voilà en fait comment on peut utiliser une échelle pour situer une personne par rapport à un échantillon de référence et voir que les personnes qui ont des scores entre 12 et 34 ne semblent pas poser de problème en termes d'altération du fonctionnement de la personnalité, que les personnes qui ont des scores entre 36 et 48 semblent poser problème. Je dis semble parce que ce n'est pas une radio, et donc ça vous donne une indication pour aller explorer à l'entretien le type, la véracité, la pertinence du dysfonctionnement et les éléments de dysfonctionnement.
Donc voilà une première utilisation d'un outil. Vous avez donc eu l'exposé de Combalisier qui, avec son équipe, a également développé cette échelle et qui est publié en français dans l'Encéphale. Donc voilà pour le premier questionnaire que si vous êtes intéressé par utiliser des outils pour évaluer l'altération du fonctionnement, je pense que cette échelle est l'échelle la plus intéressante parce que très valide et très courte. Alors on pourrait reprocher de ne pas être suffisamment précise, de manquer de dimension, mais je pense qu'elle remplit bien ses fonctions. Ensuite, l'évaluation de la personnalité, dont dans la CIM, on dit que c'était optionnel. Après l'évaluation de la personnalité, la CIM propose une évaluation de traits de personnalité plus marquants, potentiellement dysfonctionnels. Le modèle de personnalité retenu est un modèle dimensionnel comportant 5 dimensions que j'ai déjà décrites: affectivité négative, détachement, dissocialité, désinhibition et anoncastie. Et je vous suggère, si vous êtes intéressé pour utiliser un instrument, je vous suggère celui-là pour des raisons qu'on va voir. Alors, le résumé, c'est PID5BF plus M. Il m'a fallu un temps pour comprendre ce que ça voulait dire. Alors, PID5, c'est le questionnaire PID5 dont vous avez peut-être déjà parlé. Personnalité inventory pour le DSM5, PID pour DSM, 5 pour DSM5, BF pour forme brève et M pour modifier. Je ne rentrerai pas là-dedans. L'article initial, c'est un article de Bach avec un ensemble d'auteurs. Je fais partie de cette cohorte-là. Ils ont essayé de développer des clés de cotation pour les 5 dimensions de la CIM à partir du questionnaire PID5 qui, à l'origine, n'est pas développé pour ça. Et je trouve que c'était une idée intéressante parce que multiplier les questionnaires, on s'y perd un peu. Donc, dans la PID5, forme brève plus modification, on a retenu 36 questionnaires du PID5, ça fait un questionnaire très court, 36 questions, qui va mesurer quand même 18 facettes, pas mal, et 6 domaines. Alors je fais une remarque. Le psychoticisme n'est pas un domaine mesuré proposé par la CIM, mais le PID5 propose affectivité négative, détachement, antagonisme, désinhibition, anoncastie, CIM5, plus le psychoticisme qui est proposé dans le modèle alternatif de l'APA. Une échelle en 5 points, côté de 0 à 3. Et ici, sur la droite, vous avez les domaines, et à gauche, les traits de personnalité. Donc, c'est un questionnaire qui va donner à la fois une vision globale et complète, parce qu'introduisant le psychoticisme, donc on déborde par rapport à la CIM, et un ensemble d'éléments assez précis, l'ensemble de l'échelle de gauche. Les analyses factorielles montrent en fait que les échelles situées en bas là ont bien une spécificité et donc mesurent correctement les mini-traits qu'elles sont censées mesurer. Les regroupements sont pertinents, les analyses statistiques montrent que les regroupements sont pertinents. Et ce qui est intéressant et qu'on retrouve par exemple dans le modèle ITOP, dont vous avez certainement entendu parler, une dimension générale de pathologie de la personnalité, qui est intéressant sur le plan théorique, mais moins intéressant sur le plan pratique. Voilà la clé de cotation. Si vous êtes intéressé, si vous avez à la disposition le questionnaire PID5, j'ai mis en rouge là les items du questionnaire PID5, les 2 items du questionnaire PID5, 62 et 122, qui vont contribuer à mesurer ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle, et qui va contribuer, la stabilité émotionnelle, qui va contribuer avec l'anxiété, tendance anxieuse et insécurité due à la séparation, qui vont contribuer au facteur global d'affectivité négative. Donc voilà en fait la clé de cotation. Quelques exemples d'items sur l'affectivité négative. J'ai des réactions émotionnelles bien plus fortes que la plupart des gens.
je ne vais pas tous les prendre. Je m'inquiète pour presque tout. Je me fais toujours du souci pour quelque chose. Pour le détachement, je garde mes distances avec les gens. Je n'aime pas passer du temps avec les autres. Je m'enthousiasme rarement, c'est la ni pourquoi que ce soit. Donc voilà les exemples d'items. Vous les aurez dans le document qui vous sera transmis. La non-castille. Même si cela exaspère les gens, j'insiste pour que tout ce que je fais soit absolument parfait. Je trouve la formulation, même si cela exaspère les gens, très, très finement vue. Je continue d'essayer que tout soit parfait, même quand j'ai déjà fait les choses aussi bien que possible. Je trouve que les items sont vraiment fins. J'ai une façon stricte de faire les choses, c'est moins extrême. On m'a déjà dit, du point de vue des autres, on m'a déjà dit que je passe trop de temps à vérifier que les choses sont bien en place. Voilà pour la non-castille. Et le psychoticisme, vous donner une idée de ce qui est mesuré par ce qu'on appelle le psychoticisme dans le DSM-5. Je vois souvent des connexions inhabituelles entre les choses, que la plupart des gens ne remarquent pas. J'ai des dons particuliers. J'ai eu quelques expériences vraiment bizarres, très difficiles à expliquer. Des gens m'ont dit que je pense aux choses d'une façon vraiment étrange. Un jour, un entretien de recrutement, j'avais des indications qu'il serait peut-être intéressant d'aller explorer le psychoticisme. Et j'ai posé la question, est-ce que vous avez des dons particuliers? Non, pardon, excusez-moi, c'était en entretien de recrutement. Est-ce que vous avez des compétences particulières que vous mettriez en évidence par rapport à ce poste? Et la personne m'a dit je ressens des ondes et je perçois des significations que la plupart des gens ne perçoivent pas. Je lui dis, pouvez-vous en dire plus? Il me dit, c'est très gênant parce que quand j'en parle, les gens se moquent. Je dis, écoutez, moi je suis très intéressé par le paranormal. Je vous en prie, n'hésitez pas, ça m'enrichira. Et il m'a dit, la nuit, les morts me parlent. La nuit, les morts me parlent. Et je lui pose la question, évidemment, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me donnent des conseils pour ma vie. Et je lui pose évidemment la question, que faites-vous de ces conseils? Et il me répond, je les suis bien évidemment, parce que si je ne les suivais plus, ils ne m'en donneraient plus. Vous voyez que là, on est très loin dans les croyances dysfonctionnelles. Je l'ai déjà dit, j'insiste, en fait, ce questionnaire va vous permettre de vous dire, tiens, il faudrait que j'aille explorer ça. Et pas forcément confirmer, parce que parfois on dit confirmer à l'entretien. Je déteste ça. On n'est pas là pour confirmer, on est là pour explorer. Quelques éléments psychométriques. Alors voilà l'ensemble des échantillons qui ont été utilisés, c'est du lourd. Les analyses factorielles, je ne vous les présente pas toutes, ce serait un pinceau. Je vous présente simplement l'analyse factorielle pour les Danois. Point 54, c'est la corrélation entre la labilité émotionnelle et les deux autres échelles, tendance anxieuse et insécurité de séparation. Donc cette analyse factorielle montre que le regroupement de ces échelles, de ces trois échelles par domaine, sont pertinentes. On est donc comment dire, assuré de pouvoir faire ces regroupements correctement et que ces regroupements ne sont pas artificiels. Donc une belle analyse factorielle qui valide le modèle. Donc le PIT5 modifié peut être utilisé, j'aurais dû mettre des guillemets, peut être utilisé au niveau international par les cliniciens et chercheurs pour une évaluation brève, à la fois des 6 domaines, c'est le moins. Alors les 6, c'est intéressant parce qu'il y a les 5 de la CIM, plus le psychoticisme, donc vous avez tout, y compris les 18 facettes primaires. Voilà le PIT5, j'ai rajouté je ne l'avais pas mis, mais je rajoute. Vous avez eu un exposé sur le PIT5 ou pas? Je ne sais pas s'il l'a présenté comme ça. Vous pouvez peut-être bon, très rapidement, le questionnaire. Sur la version complète, non? Ouais, oui, version complète, oui. Le questionnaire PID5, Personality Inventory for DSM5, 220 items, 25 facettes. Sur la partie supérieure, vous avez les 5 domaines retenus pour le DSM5 et sur la partie inférieure, les échelles
appartenant, contribuant à ces 5 domaines. Pour les versions françaises du PID5, si vous voulez utiliser le questionnaire PID5 pour mesurer les éléments qu'on vient de voir, excusez-moi, je reviens en arrière. Cela, voilà. Vous pouvez utiliser PID5 dans sa version courte, c'est à gauche de la colonne rouge, ou dans sa version complète. Donc dans la version complète, pour avoir des éléments sur l'instabilité émotionnelle, on va prendre l'item 62 et l'item 122. Pour l'anxiété, l'item 109 et l'item 110. Pour avoir l'anxiété, pour avoir la sécurité due à l'inséparation, l'item 50 et 64, qu'on va regrouper pour calculer un score sur l'affectivité négative. Alors, quelques exemples pour l'affectivité négative. On est dans le PID5. J'ai des relations émotionnelles, des réactions émotionnelles bien plus fortes que la plupart des gens. Je suis facilement débordé par mes émotions, même pour de petites choses, etc., etc. Détachement, je garde mes distances avec les gens. J'aime passer du temps avec les autres. On voit déjà qu'il y a des recoupements entre, par exemple, le détachement et ce qu'on a vu tout à l'heure sur altération de la relation interpersonnelle. Et donc, il faut bien s'attendre tout à l'heure à avoir de fortes corrélations entre les questionnaires mesurant l'altération du fonctionnement et les traits de personnalité. Puisqu'on mesure en partie les mêmes choses. L'antagonisme, je suis facile pour embobiner les gens. On voit bien que ça a à voir avec la dissocialité. Je suis souvent négligent avec mes propres affaires. On voit que ça a à voir avec la désinhibition. Anoncastie, même si cela exaspère les gens, j'insiste pour que tout ce que je fais soit absolument parfait. On a vu quasiment la même formulation dans l'autre questionnaire, dans le questionnaire sur l'altération du fonctionnement. Psychoticisme, les gens m'ont dit que je pense aux choses d'une façon vraiment étrange. Donc voilà des exemples d'items qui sont assez bien conçus, qui fonctionnent bien. Quelques éléments psychométriques. L'auteur principal. Je passe. Et là encore, c'est une analyse factorielle sur l'échantillon du Danemark. Le PID5, le questionnaire PID5, mesure vraiment correctement. Point 54, point 53, point 48. Ces 3 échelles sont fortement corrélées, contribuent au facteur affectivité négative. Donc l'analyse factorielle est vraiment concluante. Donc le questionnaire PID5 peut être utilisé par les cliniciens et chercheurs pour une évaluation brève des 6 domaines, y compris les 6 domaines, oui, combinés du DSM-5 et de la CIM, y compris 18 sous facettes primaires. Alors, elles sont publiées dans l'article, là ? Comment ? Les normes, elles sont accessibles dans l'article ? Non, mais je vous les passe. J'ai les données. Ouais. Je pense que je les ai mises après. Ça, c'est le questionnaire de PID5, mesurant les 25 facettes par Kruger et autres auteurs qu'on a déjà vus plus loin. Donc pour les versions françaises, il y a deux possibilités. La version de Roscam, dont je vais vous dire quelques mots, et la version de Combalisier. Les normes pour la version française ne sont pas données dans l'article dont je vais vous parler. Alors pour l'échantillon francophone, 2648 sujets, là on est sur le PID5. Il y a des francophones belges, des francophones suisses et des francophones français. Un bel échantillonnage d'âge de 18 à 85 ans. Je n'ai pas mis les hommes et les femmes, là, je suis désolé. C'est un manque. Est-ce que la consistance interne de ces échelles est correcte ? La consistance interne des échelles est mesurée par un indicateur qu'on appelle l'alpha de Cronbach. L'alpha de Cronbach doit être au moins 1,70. On voit que pour la désinhibition, c'est un peu faiblard. Et ici, vous avez les normes. Ouais, les normes
Mais je vous enverrai en fait les normes. Hein. Alors, voilà pour l'affectivité négative. La distribution pour l'affectivité négative dans le PID 5 modifié, on voit que la distribution n'est pas tout à fait d'allure normale, mais on voit ce qui est important, c'est que sur la droite, là, ce questionnaire permet une différenciation fine des personnes qui ont des scores élevés en affectivité négative. Or, ce sont ceux-là qui sont... Ce sont ceux-là que l'on cherche à détecter, à percevoir. Pardon. Et là, je vous donne le même tableau que précédemment. C'est à partir de 2,33 en affectivité négative qu'une personne est parmi les 5% des personnes qui ont les scores les plus élevés. Et on considère qu'il y a un phénomène statistiquement significatif, un phénomène c'est rare, significativement intéressant. Et à ce moment-là, c'est intéressant d'aller, pour une personne qui est dans cette zone de score, d'aller explorer à l'entretien, pas pour confirmer, pour explorer les aspects de résistance au stress, etc. Limite de ce modèle. La première limite, c'est les corrélations c'est une limite très forte, les corrélations entre l'altération du fonctionnement. Je suis revenu dans la CIM 11. Il y a des corrélations très fortes entre l'altération du fonctionnement de la personnalité, donc altération du fonctionnement du soi, altération du fonctionnement interpersonnel et altération générale, et le domaine personnalité avec les 5 dimensions avec Anand Casti. Et on a vu les items, on a vu que les items se ressemblaient, et on arrive à des corrélations. Alors une petite règle de lecture. Un dénommé Cohen, qui est un éminent statisticien, nous donne des règles pour analyser, pour estimer l'importance d'une corrélation. Il considère qu'une corrélation de 0,50 entre deux variables est une corrélation importante. On va se contenter de ça. Donc dans Combat-Lisier, il y a une corrélation... Voilà dans Combat-Lisier, les corrélations entre PID5, forme brève, et altération du fonctionnement, le questionnaire que je vous ai présenté plus loin. Et vous voyez que les corrélations sont très élevées. 0,64, 0,59, 0,50, 0,68. Il y a vraiment de la redondance. Donc on peut se poser la question de la pertinence de mesurer les uns et les autres s'ils mesurent à peu près une partie des mêmes choses. Je pense qu'il va y avoir des remous dans la prochaine version. Il y a trop de corrélations entre ces deux éléments. Notamment, il y a une très forte corrélation sur le psychoticisme, 0,68, entre les informations données par le questionnaire de personnalité PID5 et l'altération du fonctionnement général fourni par l'autre questionnaire. Une autre étude avec 2 instruments différents. Enfin, on est à nouveau avec le PID5 et une échelle qui a une autre échelle. On a les mêmes corrélations importantes, 0,67, 0,61, 0,66, 0,56. Donc il y a vraiment de très fortes corrélations. J'ai envie de parler de redondance, mais ce n'est pas bien. Très forte corrélation, très forte similitude entre les scores aux uns et aux autres. Et ces auteurs sont allés jusqu'à faire une corrélation multiple, c'est-à-dire une corrélation multiple, on se dit, qu'est-ce qui se passe si on cumule les 5 dimensions dans une équation avec l'affectivité négative, détachement, antagonisme, désinhibition et psychotisme, les 5 prises ensemble comme un bloc pour voir la corrélation avec l'altération du fonctionnement. Et la corrélation donne un R2 de 0,70. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% de variance commune entre l'un et l'autre, ce qui est quand même extrêmement élevé. Et entre les 25 traits, là, on est au niveau des traits, plus des domaines, on a une corrélation multiple de 0,77, très forte convergence. Là, c'est leur définition, c'est la conclusion de ces auteurs-là, Sleep et compagnie, qui sont très critiques sur le modèle SIM. Compte tenu du chevauchement important entre les critères A, dysfonctionnement, et B, domaine et trait,
ce qui n'est pas surprenant étant donné que les traits pathologiques contiennent des informations significatives sur le dysfonctionnement. On l'a vu dans les questionnaires. Il est difficile pour ces deux critères de faire preuve d'une validité, d'une utilité incrémentielle, c'est-à-dire de prédire. Il est difficile pour l'un ou l'autre de ces questionnaires de prédire plus ou autre chose que l'autre. Donc s'ils prédisent la même chose, ça devient embarrassant. Et donc, dans un autre article, cette même équipe, qui est très critique donc, sur le modèle de la CIM, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Pour l'avenir, nous continuons à recommander que les mesures de dysfonctionnement de la personnalité, donc d'altération du fonctionnement, du soi et interpersonnel, soient développées ou révisées de manière à réduire leur relation avec les traits de personnalité. Ils disent, les gars, si vous voulez mesurer autre chose, essayez de faire en sorte que ce ne soit pas la même chose qui est déjà mesurée par les traits de personnalité, ce que l'on fait depuis dans le DSM-5. Date du DSM-5 2013 ? Oui, depuis le 2013. Donc là, je redonne la référence de... Dans Cambalisier, donc il donne également des corrélations entre, et là ça va être Pi5 et l'échelle d'altération du fonctionnement. On a aussi là de très fortes corrélations. Donc tout ça est convergent. Je continue, une dernière. Les Espagnols, ils arrivent à des corrélations de 0,76 entre affectivité négative, le trait de personnalité, et l'altération du fonctionnement. Entre la personnalité borderline et l'altération du fonctionnement. Cette étude montre en fait que l'altération du fonctionnement comporte une énorme dose d'affectivité négative, ce qui est une évidence compte tenu de la définition que donne la CIM-11. Sur la personnalité borderline, donc première j'étais sur questions posées. Ouais, j'étais sur limite. Hein. Donc j'ai vu les premières limites qui sont les corrélations entre le domaine de personnalité, la mesure de la personnalité et la mesure de l'altération du fonctionnement. Et la deuxième limite, c'est l'introduction de la personnalité borderline. Le titre. Les chercheurs s'amusent maintenant à trouver des titres sexy. Borderline, where are you? Et il se pose la question, est-ce qu'il est bien pertinent de considérer que la personnalité borderline est indépendante des traits de personnalité du modèle général? Je passe là-dessus et je vous présente leurs résultats. Il s'agit d'une analyse en réseau. En violet, vous avez les items d'affectivité négative. En quelle couleur? En rose-orange, vous avez les items de la personnalité borderline. Et cette étude montre qu'il y a une convergence impressionnante entre les symptômes de la personnalité borderline et les items d'affectivité négative. Et leur conclusion, c'est que la personnalité borderline est constituée essentiellement des éléments qui sont mesurés dans la dimension de névrosisme, d'affectivité négative, ce qui est la même chose. J'en ai terminé. Conclusion. Alors, conclusion, gardez à l'esprit la relation. Si vous utilisez ces deux instruments, ce que je vous conseille, ce que je vous suggère quand même de continuer à faire, parce que si vous utilisez un questionnaire court, 12 items de mesure de l'altération du fonctionnement, vous aurez quand même des informations fiables sur l'altération du fonctionnement sur le soi et l'altération du fonctionnement sur les relations interpersonnelles. Je vous suggère aussi, pour avoir une vision un peu plus fine, de mesurer les traits de personnalité décrits par la CIM ou la proposition de... Je connais son nom. La proposition de ce questionnaire dans lequel il y a à la fois les échelles de la CIM plus le psychoticisme. À ce moment-là, vous aurez une vision globale de la personnalité. Néanmoins, si vous avez ces deux éléments, donc l'altération du fonctionnement d'une part et la personnalité, les 6 dimensions de personnalité d'autre part,
Efforcez-vous de garder à l'esprit la relation entre l'un et l'autre. Et notamment, premier point. Hein. Et ensuite, ça je n'en ai pas parlé, mais les analyses montrent que dans le modèle de la CIM, il y a une forte corrélation entre la non-gastie, et ce n'est pas surprenant, entre la non-castie et la désinhibition. Donc, ayez en tête qu'il y a une corrélation négative et qu'une personne qui a un score très élevé en désinhibition devrait avoir un score très bas en non-castie. Ça serait normal, logique. Ma suggestion, modeste, pour mesurer l'altération du fonctionnement, utilisez cette échelle. Et pour mesurer les domaines de personnalité de manière économique, utilisez l'échelle PIT 5B, BF plus M. Ou éventuellement, si vous utilisez la forme complète, il y a un système de cotation. Mais si vous voulez des formes brèves, je vous suggère vraiment la 1 et la 2. Avec toujours la même réserve, ces outils ne vous donnent pas des solutions, ils vous donnent des hypothèses à explorer à l'entretien. Je dis ça parce qu'on m'a souvent dit, je suis prof de psychologie différentielle, et j'ai développé des outils, et systématiquement, on me disait, quand j'étais encore en fonction, en fait, ce qui te plaît, c'est de mettre les gens dans des catégories, ce que je prends comme une insulte suprême. On ne met pas les gens dans des catégories, on voit où ils se situent sur la base des réponses qu'ils fournissent à un questionnaire, et on se dit, parce qu'on n'est pas complètement abruti, on se dit, c'est peut-être intéressant d'aller l'explorer à l'entretien dans votre approche clinique. Donc, c'est des outils pour aller chercher des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Pour obtenir le questionnaire PIT 5, les droits sont détenus par l'APA. Il suffit d'envoyer un mail à cette adresse. Il vous envoie la version française avec la clé de cotation. Avec la clé de cotation officielle. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je ne sais pas où j'en suis dans le timing. Et je suis à votre... Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Mais je voulais être plutôt en avance qu'en retard. Donc, je suis à votre disposition pour...